Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui j'avais envie, une fois n'est pas coutume, de parler technique et technologie en revenant sur le Stagecraft, ce nouvel outil très en vogue depuis The Mandalorian et qui est censé remplacer les fonds verts selon certains. Mais on va surtout se poser la question de savoir si c'est vraiment la nouvelle révolution du cinéma. Mais avant ça... Hello, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter deux petits films, ou plutôt deux grands films, grâce à notre partenaire Filmo, la célèbre plateforme de SVOD bien sûr. Tout d'abord, laissez-moi vous conter mon amour pour Thelma et Louise, film de Ridley Scott datant de 1991 dans lequel Geena Davis et Susan Sarandon partent en road trip pour échapper à leur quotidien de femmes rangées. Au début de leur voyage, Louise va sauver Thelma en tuant un homme qui tentait d'abuser d'elle. S'ensuit une course à travers le pays pendant laquelle les deux femmes vont croquer la vie à pleines dents tout en essayant d'échapper à la police. Un film qui a fait date grâce à son propos résolument féministe, empreint de tragédie, à l'interprétation exceptionnelle de son casting 4 étoiles et à son final coup de poing qui interroge sur l'impasse dans laquelle les femmes se trouvent au sein de notre société. Et oui, Ridley Scott, il sait aussi faire des chefs-d'œuvre sans costume historique ni science-fiction. Autre film que j'ai envie de vous citer aujourd'hui, c'est Le Labyrinthe de Pan, réalisé par El Famoso Guillermo del Toro et sorti au cinéma en 2006. Il raconte l'histoire d'Ophélia, une petite fille dont la mère est remariée à un capitaine franquiste légèrement sanguinaire, et qui va essayer de se sortir de son quotidien grâce à la découverte d'un monde merveilleux gardé par des créatures magiques. Un conte de fées très beau et très noir, qui fait frémir aussi bien par la violence brutale qu'il décrit que par les monstres fantastiques qu'il met en scène. Mention spéciale pour L'Homme Pâle, dont le design cauchemardesque aura marqué toute une génération, et pour le duel d'acteurs entre le terrifiant Sergi Lopez et l'impressionnante Maribel Verdú. Ces films sont à retrouver sur Filmo, une plateforme de SVOD dont le catalogue de films sans cesse renouvelé vous est proposé à l'abonnement ou à la carte et vous laisse un choix fou pour vos soirées cinéma. Des films les plus incontournables aux curiosités les plus rares, vous y trouverez forcément votre bonheur. Vous avez peur de l'engagement? Ça tombe bien. Filmo propose 2 semaines d'essai gratuits, puis un abonnement à 6,99 € par mois sans engagement. En plus, avec le code ELFILMO, vous aurez accès à 2 mois gratuits et on vous récapitule tout ça dans la description de la vidéo. Alors bien évidemment, il faut déjà redéfinir ce qu'est le Stagecraft. C'est le nom déposé par la société d'effets visuels ILM pour ce qu'on appelle plus globalement un studio virtuel. Le concept, il est très simple. Vous prenez un studio et vous mettez dans la pièce des murs d'écran LED qui peuvent projeter directement sur le plateau des décors plutôt que de les recréer en post-production. En l'état, ça ne paraît pas si différent de ce qu'a longtemps fait le cinéma avec la transparence ou la projection de décors, comme quand James Bond était poursuivi en voiture par exemple, mais il y a en réalité une différence majeure. Pour rester sur le cas précis du Stagecraft, ILM a travaillé main dans la main avec Epic Games, l'éditeur de petits succès du jeu vidéo comme Fortnite. Mais au-delà de ça, ce qui fait d'Epic l'une des principales sociétés du biz, c'est que c'est le créateur et détenteur du plus gros moteur graphique de jeux vidéo du marché, à savoir l'Unreal Engine. Et c'est ça qui est important. Le Stagecraft ne fait pas que diffuser des décors numériques. Il diffuse des décors en temps réel qu'il est non seulement possible de modifier à l'envie et en direct sur le plateau, mais qui s'adaptent aussi au positionnement de la caméra. C'est ce qu'on appelle le tracking et ça permet de faire des mouvements qu'il serait impossible d'avoir en temps normal sur de la projection classique. Parce que l'effet de trompe-l'œil d'une image en 2D, vous en percevez vite les limites si vous faites par exemple un travelling, parce que les perspectives ne sont plus raccords. En gros, il faut conserver ce qu'on appelle l'effet de parallaxe, c'est-à-dire la perception qu'un observateur a des objets qui l'entourent selon leur distance, sa propre position par rapport à ces objets et ses propres déplacements. Au cinéma, la parallaxe est très utile pour créer des plans dynamiques qui ont un fort contraste entre les mouvements du premier plan et de l'arrière-plan. Bien sûr, comme n'importe quelle technologie émergente, il faut un projet suffisamment solide pour la porter au nu et même tout simplement investir dedans puisque les LED ça coûte cher. Dans le cas du Stagecraft, l'outil s'est rapidement imposé et popularisé avec la série The Mandalorian et je vais bien évidemment m'attarder là-dessus. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que pas mal de productions se sont jetées sur les studios virtuels pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Spoilers, on va encore parler de Marvel. Certains spectateurs avertis et attentifs remarquent de plus en plus l'artifice et ses limites. Du coup, on est en droit de se demander si on ne nous a pas vendu trop vite un outil pas si révolutionnaire que ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais pour ça, je ne serai pas seul. Parce que les studios LED ont tellement pris d'importance qu'ils se sont vite exportés, notamment en France. Et c'est pourquoi je me suis entretenu avec Jérémy Tondowski, le président de la société Neoset, spécialisée depuis 2020 dans les tournages avec écran LED, pour mieux en comprendre les avantages et les potentiels inconvénients. Pour revenir à The Mandalorian, il faut quand même remercier Jon Favreau, le showrunner de la série et réalisateur que vous connaissez aussi pour son travail sur Elf ou Iron Man.
Parce que certes, Jon Favreau vend parfois ses fesses un peu facilement aux démons Disney dès qu'il s'agit de faire un remake inintéressant du Livre de la Jungle ou du Roi Lion, mais sa passion pour la technologie lui a permis, via ses films justement, de repousser les limites de la production virtuelle. Sur le Roi Lion, il y a eu carrément de l'implémentation de réalité virtuelle et par extension de tracking de caméra. Il y avait déjà la base des outils, mais il fallait encore sauter certains pas. Et c'est justement ce qui a motivé Neo 7 après les premières présentations du Stagecraft en 2020, étant donné que le cofondateur de la boîte, Alexandre Sodinos, expérimentait déjà autour de ces éléments. Comme il venait de l'imagerie vraiment technique, voilà. En 2017, il avait été contacté par le commissariat à l'énergie atomique de Grenoble autour de la création d'un showroom, qui était un showroom tout en vidéoprojection, une espèce de pyramide tronquée comme ça, en vidéoprojection. Et la mission, c'était de faire Matrix. C'était de faire un showroom où en fait le spectateur rentrait. C'était un spectateur qui rentrait et qui portait des lunettes en 3D, enfin, des lunettes relief. Et on mettait des trackers sur les lunettes et on décalait les perspectives de ce que voyait le spectateur en temps réel. Sur la vidéoprojection et donc dans un showroom pour une personne. Ce qui a amené à la création de la technologie sur The Mandalorian, c'est tout simplement qu'il s'agissait alors de la première série en live-action dans l'univers de Star Wars, ce qui est presque bizarre à dire maintenant qu'il y en a 10 000. Il lui fallait garder la qualité technique des autres productions de Lucasfilm, tout en restant dans les clous d'une économie pour la télé. Elle a donc essuyé les plâtres, mais elle a aussi permis de mettre en avant les avantages principaux de la technologie, que je diviserai en 3 points. Le premier et le plus important, c'est la gestion de la lumière. La LED, ça offre une luminance de fou furieux et un contraste à nul autre pareil en ce qui concerne la clarté du blanc et la profondeur du noir. Mais surtout, ça évite les problèmes majeurs du fond vert, en particulier les reflets de verre sur des surfaces réfléchissantes, ce qu'on appelle dans le jargon le green spill. Forcément, pour une série dont le personnage principal porte en permanence une armure réfléchissante, tourner sur fond vert aurait été une torture et aurait demandé un énorme travail de correction en post-production. En bref, le Stagecraft a pour principal intérêt de reproduire fidèlement l'éclairage interactif d'une scène, la manière dont la lumière d'un décor réagit sur les surfaces et les corps. Quand vous travaillez sur fond vert et que vous créez en post-prod votre environnement, c'est encore ce qu'il y a de plus dur à faire et c'est pour ça que parfois les personnages semblent mal intégrés à l'ensemble. Avec le Stagecraft, tout ou presque est capté sur le plateau. Et ça amène d'ailleurs quelque chose de bien plus tangible, parce que le Stagecraft sert majoritairement à faire de l'extension de décor, à truquer la ligne d'horizon et les perspectives. La conséquence, c'est que vous pouvez remplir le studio de vrais éléments de décor et d'accessoires, et mieux dissimuler les limites de l'écran LED. L'exemple le plus convaincant pour moi, c'est l'épisode 6 de The Mandalorian, qui débute dans un hangar de vaisseau. Une bonne partie des éléments mécaniques étaient vraiment là, et même la base du vaisseau de Mando, le Razor Crest, était faite en dur avec juste les réacteurs en numérique sur le plafond du Stagecraft. On s'y croit et ça grouille de vie. Par conséquent, le deuxième avantage, c'est l'immersion, à commencer par celle des acteurs, qui expliquent pour la plupart qu'il est forcément préférable de se projeter dans un environnement palpable et visible, plutôt que sur un fond vert qui requiert leur imagination. Mais au-delà de ça, le Stagecraft permet vraiment de remettre au centre de l'équation le chef opérateur. Parce que sur fond vert, un chef-op, il prie, croise les doigts et brûle des cierges pour que sa lumière soit suffisamment neutre ou raccord avec ce qui sera créé en post-prod, sinon ça risque de détonner. Là, avec le Stagecraft, il peut vraiment décider de ce qui sera à l'image, d'autant que l'Unreal Engine permet de modifier en temps réel l'emplacement du soleil, les couleurs d'un rocher ou que sais-je. Et comme l'explique Jérémy Tondowski, cette immersion va de pair avec le troisième point, le gain de temps. On tourne plus vite en studio LED qu'en fond vert. Je m'y attendais pas à ce que ce soit à ce point-là visible, mais en fait c'est logique, c'est que tout le monde voit ce qu'on fait, tout le monde voit ce qu'il y aura derrière, voilà. Donc il n'y a plus ce côté, je vais aller dans tous les trucs, mais l'électricien il sait directement de quel côté sera le soleil, donc où placer sa source. Donc il ne demande pas à son chef, qui va demander au chef op, qui va demander au réal, qui va demander au sub VFX. C'est tout bête, mais voilà, et qui probablement répondra, on n'a pas encore la pelure, on verra. Voilà, donc il y a un côté, on sait si la voiture tourne, la route tourne beaucoup ou pas, on sait, voilà, tous ces trucs-là, on le sait. C'est un peu comme de la prévis on-set qui existe déjà depuis quelques années, mais avec un résultat en plus instantané à la caméra. Bien sûr, dans le cas de The Mandalorian, pouvoir switcher en quelques minutes de planète aide grandement au pipeline de la série. Après, il est bon de préciser qu'une telle utilisation de la technologie est encore réservée à de grosses productions.
En France, Neo 7 travaille parfois en 3D, comme avec la série télé Vortex qui a demandé la création d'un bord de plage, mais elle fait majoritairement de la projection en 2D sur écran LED, en particulier pour des séquences en véhicule en mouvement. Ça fait gagner un temps fou, c'est beaucoup plus safe en termes de cascade, et plutôt que de diffuser un moteur de jeu vidéo dont le photoréalisme reste limité, ils vont eux-mêmes tourner de vrais décors avec des rigs à plusieurs caméras. Avec ce qu'ils ont filmé, ils font ce qu'on appelle des pelures, un raccord de tous ces plans afin de reconstituer l'environnement à 360 degrés. Ça leur a grandement servi sur les courses-poursuites du film Loin du périph' avec Omar Sy et Laurent Lafitte pour Netflix, mais aussi sur la série Irma Vep ou le film En roue libre avec Marina Foïs. Quand on a travaillé sur Irma Vep, par exemple, on a fait 17 séquences réparties sur 3 jours, qui devaient se tourner aux 4 coins de l'Île-de-France, et avec pléthore de comédiens à l'intérieur. Donc il y avait un sujet d'efficacité, donc on tourne plus vite, plus rapidement, dans plus d'endroits différents, donc on donne de la richesse en plus au projet. Et en plus, là, il y avait la possibilité de rationaliser des cachets de comédiens par-dessus. Donc c'est vrai que pour la production, ils s'y retrouvaient. Voilà. Un film comme En roue libre, ils avaient une douzaine de jours de voiture travelling qui étaient prévus. Ça faisait du coup déborder le plan de travail. Ils ont tourné les mêmes séquences, ce qui était prévu en voiture travelling, ils l'ont tourné en 5 jours en studio. Ils ont fait 1 heure sup dans la semaine. Donc c'est vrai que ça permet de ramasser. Voilà. Donc là, on peut se dire que le studio LED, c'est trop bien, c'est économique passer l'investissement initial dans le matériel et c'est utile dans plein de circonstances. Alors oui, mais ça a aussi ses limites. La principale étant les restrictions de mise en scène. Déjà, votre studio, il n'est pas infini. Sur la saison 1 de The Mandalorian, c'était 23 mètres de diamètre et ils ont pu pousser à 30 sur la deuxième. Donc ça oblige à des scènes forcément assez statiques. Et par extension, votre caméra ne peut pas faire ce qu'elle veut non plus. Parce que même si l'Unreal Engine vous balance de l'image en temps réel sur les écrans LED, il ne les diffuse en haute résolution qu'à l'endroit où pointe la caméra. Tout ce qui est hors champ reste en basse définition afin que ça aide pour l'éclairage dynamique et que la vitesse de rendu soit bien plus gérable. Le problème, c'est que les trackers de caméra ont encore un peu de latence, donc si vous vous amusez à faire des grands travelling ultra rapides, vous allez capter la limite entre la haute et la basse définition. Sur The Mandalorian, ça passe puisque la série reprend le look très posé de George Lucas qui s'est toujours revendiqué des compositions de Kurosawa. Mais il n'y a pas que The Mandalorian dans la vie, et comme je le disais, je fais surtout cette vidéo parce que ça fait un petit moment maintenant que les studios virtuels s'imposent à Hollywood, quitte à systématiser son utilisation sans trop y réfléchir. C'est un reproche qu'on peut déjà faire à pas mal des séries Star Wars, en particulier Obi-Wan Kenobi, qui a eu des résultats assez fluctuants avec. Parfois c'est honnêtement assez réussi, comme sur la planète Dayu, et parfois totalement aux fraises, comme la majorité des séquences sur Tatooine. Et là vous allez me dire que je vais encore tirer sur l'ambulance, mais il faut qu'on parle de Marvel. Si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait une vidéo pour expliquer en quoi les effets visuels du MCU devenaient de pire en pire à cause des timings infernaux, des crunchs des équipes de VFX et des changements de dernière minute, et l'utilisation du Stagecraft n'a rien arrangé. Ce qui est paradoxal étant donné que l'attrait majeur de la technologie, c'est qu'elle oblige à une préparation en amont, soit exactement ce que Marvel tente à délaisser de plus en plus en se disant que tout sera corrigé en post-prod. Et j'étais d'autant plus curieux de voir ce que Marvel allait faire des studios LED que les deux films concernés sont Thor Love and Thunder et Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Non pas que les films soient bons, loin de là, mais ils ont été réalisés respectivement par Taika Waititi et Peyton Reed, qui justement ont réalisé des épisodes de The Mandalorian, donc ils avaient aucune excuse pour se planter. C'est eux-mêmes qui ont tellement kiffé cette découverte qu'ils ont voulu l'utiliser sur leur film suivant. Le problème, c'est que ça se voit, et à vrai dire, c'est totalement incompatible avec la méthodologie adoptée par Marvel depuis pas mal d'années. Quand on bâche la mise en scène de Marvel, ça nous fait pas plaisir. C'est même l'inverse. J'adorerais m'amuser et être émerveillé par ces films. Mais de plus en plus, j'ai l'impression d'être pris pour un jambon, parce que la mise en scène de Marvel, elle est plate. Et j'entends ça au sens littéral du terme. Une bonne image de cinéma, c'est une image qui a de la profondeur, de préférence grâce à un avant-plan, un arrière-plan, mais surtout d'autres couches intermédiaires qui la plupart du temps aident à créer des lignes de fuite, ce qui conduit votre regard et aide à la lecture d'une image. C'est par exemple ce que James Cameron fait tellement avec virtuosité que vous ne le remarquez même pas. Prenez n'importe quel plan d'Avatar 2 et vous verrez que la composition est ultra précise. Le souci majeur du MCU, c'est qu'à force de précipiter la pré-production, le découpage des scènes en souffre. Et vous vous retrouvez bien souvent avec un personnage en plan taille derrière un fond uni et aplati qui à aucun moment ne va stimuler vos yeux ou raconter quelque chose.
Un exemple parfait de ça, c'est Captain America Civil War, quand tout le monde papote juste avant la baston sur l'aéroport. Ça a été clairement fait sur fond vert et pour cacher la misère, ils ont juste bourré le flou d'arrière-plan, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout crédible par rapport à la netteté des personnages à l'avant-plan. Ça ne fait que ressortir l'aspect fake de l'ensemble. Or, comme je l'ai dit plus tôt, le stagecraft demande de bien préparer l'avant-plan, les lignes de fuite et les extensions de décor, histoire qu'on ne perçoive pas la limite de l'écran. Sauf que sur Thor 4, ça ne marche que très rarement, que ce soit sur l'intro avec les Gardiens de la Galaxie ou les premières séquences sur l'Olympe, là qui est pas l'Olympe. Ça m'avait frappé dès la vision au cinéma, mais tout paraît étriqué, alors que je devrais être emporté par l'ampleur du décor. Mais au lieu de ça, je sens la limite du studio et du trompe-l'œil. Et sur Ant-Man 3, c'est presque encore pire avec son monde quantique pseudo-psychédélique, parce qu'on a juste l'impression de voir des personnages prisonniers de fond d'écran Windows. Et ça, c'est sans parler des cauchemars que j'ai la nuit quand je pense à MODOK. Et attention, je précise bien que les deux films n'ont pas été intégralement tournés avec le stagecraft. Et dans le cas de Thor 4, je me suis en partie basé sur le making-of bien corpo de Disney+, pour savoir quelles scènes avaient été tournées en studio LED. Mais c'est un autre problème en fait. Le MCU n'a fait qu'utiliser le stagecraft comme il utilisait auparavant les fonds verts, alors que ça aurait carrément pu changer la donne. Est-ce que c'est la preuve que les studios LED ne restent qu'un gadget et que leur utilisation reste très spécifique à des problématiques précises? J'ai posé la question à Jérémy Tondowski et je trouve sa réponse très intéressante. Comme tous les outils de cinéma, il y a un moment où c'est sûr qu'on va aller, je pense qu'on est déjà allé trop loin, on va aller trop loin, il y a des choses qui vont être ratées, puis petit à petit, on va apprendre à mieux maîtriser, je dis l'ensemble de la profession, va apprendre à mieux maîtriser l'outil et en faire des choses bien. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est un outil, alors ça ne remplace pas le fond vert à mon sens, parce que pour moi, c'est un outil pour filmer des comédiens plus que pour filmer des décors. C'est-à-dire que filmer des décors sur un écran LED, ce sera toujours moins bien que de filmer un vrai décor, puisqu'on sera moins bien défini, on sera pas sur on n'aura pas de profondeur, on n'aura pas là. Donc, à mon sens, la bonne utilisation, c'est d'utiliser l'outil pour filmer des comédiens. Du coup, vous allez me dire, ça peut pas servir qu'à ça. Mais en fait, si. En fait, si, parce que quand on réfléchit à comment l'utiliser, nous, il y a assez peu de séquences qu'on fait intégralement sur écran LED. Il y a toujours un petit raccord avec la réalité. C'est-à-dire que sur une séquence de voiture, il y a toujours au moins un plan extérieur, la voiture passe, boum, on raccorde en studio. Et on est sur les comédiens. On n'est pas en train de montrer la voiture qui passe, évidemment, puisqu'elle ne roule pas, elle est dans un studio. Mais ces petites choses-là, c'est des choses dont on parle souvent avec la mise en scène avant. C'est des choses qui permettent de crédibiliser la scène et de la faire acheter au spectateur, finalement. En partant de cette idée, il y a d'ailleurs un blockbuster qui m'a redonné espoir dans le stagecraft, et je ne dis pas juste ça parce que c'est l'un de mes chouchous de 2022, c'est bien sûr The Batman. The Batman a utilisé le stagecraft avec parcimonie, en particulier sur les séquences sur le toit d'immeuble où est posé le Bat-Signal. Les écrans LED ont permis de créer la ville de Gotham vue du gratte-ciel, alors que les personnages se retrouvent pour discuter de son sort et de la gangrène criminelle qui semble ne jamais la lâcher. Il y a une scène précise où le stagecraft s'est révélé essentiel puisque Batman et Catwoman s'y retrouvent au lever du soleil, ce qui aurait évidemment donné une fenêtre de tournage bien trop réduite s'ils l'avaient tourné pour de vrai. Mais en évitant le fond vert, cette scène apporte un vrai plus. Parce que comme le dit Jérémy Tondowski, c'est une scène centrée sur des personnages et des corps. La ville de Gotham y est importante parce qu'ils en sont une excroissance. Et c'est donc normal que la lumière qu'elle émet se reflète sur eux de manière presque romantique. Ça remet en question leur identité et accentue leur silhouette alors qu'ils cachent leurs sentiments derrière leur costume de super-héros. La ville devient cette immensité encapsulée entre les pylônes de ce building décrépit, comme pour mieux refléter l'impuissance des personnages à la changer. Il y a quelque chose de presque tragique là-dedans et c'est sublime. Et c'est surtout totalement cohérent avec la démarche du film, qui a utilisé le stagecraft pour compléter des compositions de plans et éviter cet effet d'aplati dont je parlais plus tôt. Matt Reeves a pensé sa mise en scène pour que sa version de Gotham vibre et raconte quelque chose de cet environnement à chaque plan. Et le stagecraft a aidé dans quelques cas précis. La structure des images conduit le regard du spectateur, voire l'oblige à emprunter le regard de ses personnages, ce qui est tout le propos d'un film qui interroge le voyeurisme de ces justiciers et le point de vue qu'ils ont sur leur place dans la ville. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Non, les studios LED ne sont pas une arnaque, et non, ils ne vont pas tout changer non plus. Mais c'est un nouvel outil passionnant dans la mallette de chimiste des cinéastes, et c'est normal que les expérimentations amènent certains à se planter.
Mais à la réflexion, ça m'amène une ultime fois à The Mandalorian, qui a quand même réussi la prouesse d'essuyer les plâtres tout en définissant la technologie, un peu comme la prélogie l'a fait avec le numérique. Sans doute qu'on reprochera d'ici quelques années à The Mandalorian d'avoir mal vieilli par endroits comme l'attaque des clones en son temps, mais elle a su tirer du stagecraft une vraie profession de foi, qu'on peut d'ailleurs analyser à partir de la toute première scène de la série. On y voit Mando suivre un petit chemin sur la glace qui le mène au bar où l'attend le mec qu'il doit arrêter. Ça peut paraître bête, mais tout est dans ce plan de grue qui révèle l'horizon imposant de cette planète de glace dépaysante. Ce qui marche, c'est le petit chemin, dont une partie était réellement sur le plateau avant que l'écran LED ne prenne la suite. Le trompe-l'œil est parfait et crée une ligne de fuite idéale qui ancre le personnage organiquement dans le monde fictionnel. La limite du décor est invisible et le personnage pénètre dans le fond du plan, comme s'il nous invitait, nous aussi, à nous immerger dans cet univers imposant et majestueux qu'est celui de Star Wars. C'est exactement comme le tout premier plan de la saga et ces deux vaisseaux qui se pourchassaient en plongeant dans le fond du cadre et de l'espace. C'est ça l'imaginaire qu'évoque Star Wars et The Mandalorian a su le retranscrire avec de nouveaux outils. Reste donc maintenant à voir ce que les studios LED promettent pour l'avenir et pour ça, je laisse le mot de la fin à Jérémy Tondowski. Aujourd'hui, on a, pour remplacer une vidéoprojection, on a l'outil LED qui émet de la lumière quand il émet de la lumière, c'est pas de la lumière réfléchie, et qui est noir quand il est éteint. Donc on a un niveau de contraste qui n'a rien à voir avec la vidéoprojection. On a fait des tests comparatifs, on ne voit même pas ce qui est vidéoprojeté, même avec un gros vidéoprojecteur, on ne voit même pas l'image quand on met les LED à fond. Donc on est sur des rapports de contraste et des rapports de luminosité qui n'ont rien à voir. Donc l'évolution, elle est là, mais en fait, juste la technique de mettre des comédiens devant un faux décor qui défile, c'est aussi vieux que le cinéma et c'est pas prêt de disparaître. Donc aujourd'hui, on a un meilleur outil. Mais c'est presque comme, on parle d'outils, hein, purement d'outils. C'est comme quand on est passé de la péloche au numérique. Et puis, il y a des trucs en numérique qui ont été ratés. Il y a eu des films qui ont été terriblement ratés. Parce qu'il y a eu des essais esthétiques, etc. Il y aura certainement des trucs ratés sur écran LED, mais c'est nouveau. Et aujourd'hui, le numérique, la caméra numérique, elle est complètement maîtrisée. Et donc, le principe de faire des transparences, il va rester. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. On est capable d'atteindre une telle qualité en 2D. On envoie des flux de 8K qu'on étalonne en temps réel, en 50 images secondes. Enfin, avec des états. Enfin, voilà. On a un très haut niveau de qualité sur tout ce qui est 2D. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, la 3D, elle fonctionne dans certains cas. Et il y a encore des cas où, par rapport à un besoin spécifique identifié sur un film, oui, on va proposer de la 3D. Et c'est vraiment, dans certains cas, voilà, on essaye de proposer toujours ce qu'il y a de mieux. Donc la 3D, attendons de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, vous connaissez. Mais ce qui me rendrait encore plus heureux que d'avoir mon propre gros goût, et j'en veux un, c'est que vous puissiez soutenir Écran Large pour qu'on reste un beau média indépendant. Si vous en avez la possibilité, bien entendu, on propose un abonnement premium sur le site qui vous donne accès, contre quelques euros par mois, à des dossiers exclusifs, approfondis et passionnés sur des films aussi variés que le chef-d'œuvre Before Sunrise de Richard Linklater ou cette pépite indispensable qui est Appel d'urgence ou Miracle Mile. Le lien est en description et sur ce, je vous laisse sans doute pour me remater The Batman. Allez, ciao!